Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle chronique de l'Amérique latine de l'IRIS. Nous allons cette semaine reprendre un petit peu le fil de la vie latino-américaine et plus précisément d'ailleurs américaine au sens continental puisqu'il va être beaucoup question des États-Unis dans cette chronique. On a beaucoup parlé de la question ukrainienne à juste titre ces derniers temps. Je vais revenir à des choses plus régionales en Amérique latine parce qu'il se passe des choses très importantes qui nous permettent de comprendre, de saisir en tout cas le moment politique et ses difficultés dans la région. Alors on va partir disons d'un événement qui va se tenir du 6 au 10 juin 2022 qui est pour le moment peu commenté, voire pas commenté dans les médias français, qui est tout simplement le sommet des Amériques. Ce sera la 9e édition. La première avait eu lieu à Miami en 1994, donc lancée par les États-Unis parce qu'organisée par l'Organisation des États américains, l'OEA, dont le siège est à Washington et dont les financements sont largement états-uniens et canadiens. Eh bien, organisé par l'OEA, donc, le Sommet des Amériques va tenir sa 9e édition en 2022 à Los Angeles, aux États-Unis, du 6 au 10 juin. Et il va être un peu le moment où l'administration Biden, qui est très attendue sur l'Amérique latine et qui a brillé par son absence relative depuis l'arrivée au pouvoir de Joe Biden dans la région, eh bien, les États-Unis vont tenter, ou voudraient tenter en tout cas, de se relancer en fait en Amérique latine avec ce sommet auquel sont invités formellement, officiellement tous les chefs d'État et de gouvernement de la région. L'administration Biden veut promouvoir son agenda positif pour l'Amérique latine, tourner autour de la question de la coopération sur le Covid-19, tourner autour de la question de la transition énergétique et de la transition écologique, de la résilience des modèles de développement. Bref, tous les sujets qui sont à la fois au cœur de l'agenda mondial, malheureusement assez relégués aujourd'hui du fait du conflit russo-ukrainien, mais en tout cas les États-Unis jouent une partie en Amérique latine à travers ces questions-là pour proposer, les États-Unis proposer aux pays latino-américains de relancer finalement la coopération entre les États-Unis et eux autour de ces questions-là, avec en arrière-plan le fait de, disons, contenir ou en tout cas écarter le plus possible la Chine de cette région, puisque la Chine, comme nous le savons, a pris beaucoup d'influence, en particulier dans les infrastructures, le commerce et les finances latino-américaines depuis le début des années 2000, et les États-Unis essayent d'endiguer cette montée en puissance chinoise et ils essayaient de promouvoir un agenda positif autour de cela. Mais ce qui est en train de se passer autour de l'organisation de cet événement nous dit beaucoup des tensions et des difficultés de l'administration Biden à atteindre ses objectifs. Pourquoi ? Parce que les États-Unis sont aussi pris dans des conflits avec plusieurs pays latino-américains et qui, évidemment, tout ça va se refléter autour de ce sommet. Je m'explique. En même temps que se prépare ce sommet, l'administration Biden envoie des signaux un peu contradictoires, ou qui peuvent sembler contradictoires, mais on va voir qu'ils ne le sont pas tellement du point de vue de la logique de l'administration Biden. Les signaux, c'est il y a à la fois ce sommet qui doit inviter tout le monde, enfin tout le monde, pas tout le monde, puisque Cuba n'est plus membre, a été suspendu de l'OEA, organisatrice du sommet, depuis 1962, mais les États-Unis ont cru bon, à travers la voix de certains dirigeants officiels américains, de faire savoir qu'ils n'inviteraient pas à ce sommet les autorités cubaines, du fait de ce que je viens d'expliquer, mais également les autorités de Caracas, du gouvernement de Nicolás Maduro au Venezuela et celui de Daniel Ortega au Nicaragua, car ces deux pays, donc plus Cuba, sont donc les trois pays avec lesquels les États-Unis entretiennent une rupture des relations, ne reconnaissent pas officiellement le gouvernement de Nicolás Maduro, par exemple, au Venezuela, et sanctionne celui de Ortega au Nicaragua du fait de toutes les manifestations, violences et répressions qui se passent dans ce pays. Et donc les rapports sont très mauvais. Et du coup, pour finalement peut-être envoyer un signal à la fois au camp républicain américain, à la fois à une partie des médias et à la fois aussi à une partie du camp démocrate de Biden qui est très disons, Venezuela, Cuba en particulier, il montre un message de fermeté en disant qu'il ne les invitera pas. Pourquoi ? Parce que ces pays, selon lui, ne répondent pas à la charte démocratique de l'Organisation des États américains. Ce sont donc des pays qui ne sont pas des démocraties et qui donc n'ont pas le droit de citer à ce sommet. Problème, cette décision de Joe Biden, ou en tout cas les annonces qui ont été faites par ses relais à Washington, provoque
quelque chose qui n'était probablement pas attendu par la Maison-Blanche, c'est-à-dire un rejet de pas mal de pays latino-américains. En particulier, et pas des moindres, le Mexique de Andrés Manuel López Obrador a fait savoir que si cette décision était maintenue, le président mexicain ne se rendrait pas au 9e sommet des Amériques. C'est évidemment un gros problème diplomatique s'agissant du premier partenaire des États-Unis en tout, le Mexique, et en particulier avec les problématiques qui lient ces deux pays autour de l'immigration, autour du narcotrafic, de l'économie, etc. C'est pour le président américain une très mauvaise nouvelle. Mais Manuel López Obrador tient bon, il a dit qu'il ne viendrait pas, qu'il enverrait une délégation, oui, mais pas lui le président, il boycotterait l'événement parce qu'il considère qu'il ne peut pas y avoir d'exclusion de pays latino-américains dans un sommet de la sorte, et même il plaide pour que Cuba soit invité alors que Cuba est officiellement suspendu de l'OEA. Il a d'ailleurs parallèlement à cette annonce, fait un voyage sur lequel je n'ai pas le temps de revenir aujourd'hui, mais à Cuba et en Amérique centrale, et il a dit tout son soutien à la participation de Cuba dans ce sommet. Mais cette décision a été suivie par d'autres. Le président bolivien Luis Arce, qui est allié de Cuba et du Venezuela et de Nicaragua au sein de l'Alliance bolivarienne du peuple de notre Amérique, l'ALBA en particulier, a également annoncé qu'il ne se rendrait pas à ce sommet. Dommage pour les États-Unis qui cherchaient aussi un peu à, réchauffer les relations avec la Paz, qui sont également très mauvaises. Mauvaise nouvelle aussi pour Biden, les pays du CARICOM, qui est en fait un ensemble de pays de la Caraïbe, même chose, ont annoncé qu'ils n'enverraient pas leur président, des délégations, oui, mais pas leur président au sommet, si la décision américaine était confirmée. Enfin, le Guatemala, qui est pourtant dirigé pas par un président de gauche, puisqu'il s'agit d'Alejandro Giammattei, qui est de droite, mais qui est en délicatesse aussi avec Washington, qui considère que ce pays est corrompu et que la nomination récente, dont la renomination pour 4 ans de la procureure générale Consuelo Porras, qui est suspectée de corruption par Washington, a été critiquée par Washington. Donc le président Giammattei a annoncé que lui non plus n'irait pas sur place pour ce sommet. Donc on voit que ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a une forme de boycott finalement des présidents, de pas mal de présidents latino-américains qui refusent, quelles que soient les différences d'opinion qu'ils peuvent avoir sur Cuba, Venezuela et Nicaragua, que ces pays soient en fait ostracisés par simple décision unilatérale de Washington, sans que d'ailleurs cette décision ait été bien sûr consultée ou discutée avec les autres dirigeants latino-américains qui essayent de relancer eux leur intégration régionale qui est en souffrance, en particulier à travers la CELAC, la communauté des États latino-américains. Donc c'est pas bon pour Biden, et ce qui est en train de se passer dans ce contexte, c'est que Joe Biden va envoyer des émissaires à Mexico pour en discuter avec López Obrador, et une autre responsable, la porte-parole de la Maison-Blanche, a fait savoir que, jusqu'à présent, les invitations officielles n'avaient pas été lancées pour ce sommet, donc laissant entendre qu'il peut y avoir une discussion avec le président mexicain à ce sujet. Donc on voit que ça nous donne une clé de lecture, en quelque sorte, toujours des mauvais rapports et du fait que cette relation entre Biden et l'Amérique latine ne prend pas, ça ne marche pas. De l'autre côté, et ça va en même temps, il a envoyé des signaux sur Cuba et sur le Venezuela différents pour montrer que s'il doit complaire à sa droite, en quelque sorte, Biden, sa droite officielle et sa droite dans son propre parti, il envoie d'autres signaux pour montrer qu'il veut quand même essayer aussi de maintenir le lien et d'avancer dans les dossiers et l'embourbement des dossiers de l'embargo cubain et des sanctions et de la crise vénézuélienne. Alors en même temps qu'il a annoncé cela, ou fait annoncer l'affaire du sommet, il a annoncé de manière un petit peu surprenante, assez récemment, entre le 3 mai et le 16 mai pour Cuba et autour du 16-17 mai pour le Venezuela, des mesures qui visent à assouplir l'embargo qui pèse sur Cuba et à lever ou assouplir quelques petites sanctions sur le Venezuela. Je m'explique. Sur Cuba, le président Biden, l'administration américaine, a fait savoir qu'elle allait assouplir un certain nombre de mesures qui font partie des 243 mesures coercitives imposées par Washington à Cuba et qui vont permettre à des Cubains d'avoir des visas plus facilement. Il faut savoir que pour les Cubains, jusqu'à maintenant, si vous voulez des visas, ils devaient aller en Guyana, c'est pas la Guyane française, c'est à côté le Guyana, où il y avait le consul des États-Unis pour les Cubains qui voulaient des visas pour se rendre
aux États-Unis. Autant dire, mission impossible pour un Cubain d'aller à Guyana, prendre un visa pour aller aux États-Unis. C'était une décision de Trump qui était une provocation, bien sûr, faite à la Havane. Un service consulaire de nouveau en place va se mettre en place à la Havane par décision américaine, négociée avec les autorités de la Havane, qui va permettre l'octroi de 20 000 visas pour des Cubains. Il y a aussi des mesures de rapprochement familial. Les voyages vont être facilités pour les gens des mêmes familles entre Cuba et les États-Unis. Vous savez qu'environ 1,5 million de Cubano-Américains, comme on dit, vivent en Floride. Et essentiellement, c'est là que ça se passe. Donc, on va pouvoir faciliter. Il a levé les plafonds sur les transferts d'argent, ce qu'on appelle les remessas en espagnol, ce qui est très important, qui permet à beaucoup de Cubains de vivre dans une situation de crise terrible économique qu'ils vivent, les Cubains. Et bien aujourd'hui, des mesures vont permettre que les familles, en fait, aux États-Unis, envoient l'argent qu'ils veulent et au nombre de fois qu'ils veulent, quasiment, pour leur famille rester ou qui sont à Cuba. Une série de mesures comme ça qui vont flexibiliser finalement l'embargo et permettre un peu de respiration et de faire rentrer du dollar aux États-Unis et de faciliter les voyages. Pourquoi Biden fait ça ? Pas parce qu'il a décidé de nouveau d'avoir de bonnes relations avec Cuba. Non. En réalité, la situation très problématique de l'île du point de vue économique et social, du point de vue politique, évidemment, politiquement, les États-Unis favorisent et appuient et se félicitent de cela, du point de vue politique en tout cas, mais en réalité, pour les États-Unis, ils n'ont pas intérêt éventuellement à un effondrement de Cuba. Parce que pour eux, ça voudrait dire surtout un flux de migrants qu'ils ne veulent pas avoir arrivé aux États-Unis, surtout qu'il y a déjà des dizaines de milliers de Cubains qui partent de Cuba et qui, puisqu'ils ne peuvent pas avoir de visa, ce que je disais tout à l'heure, empruntent des routes très dangereuses à travers l'Amérique centrale et on les retrouve parmi les caravanes de migrants centra-américains qui vont s'échouer sur la frontière militarisée États-Unis-Mexique. C'est tout à fait nouveau et il y en a des dizaines de milliers, donc ça alerte les autorités américaines et si la crise économique va encore plus loin et que le pays s'effondrait, en réalité, Cuba pourrait devenir une sorte de deuxième Haïti de la Caraïbe et ça, c'est pas envisageable pour Washington, donc ils ont plutôt intérêt finalement à ouvrir un peu des soupapes. Ils gardent bien sûr l'embargo, rien n'est levé. Le pays, et d'ailleurs, finalement, dans les faits, ça veut dire que Washington reconnaît que son embargo pèse et asphyxie l'économie cubaine, puisque quand ils ouvrent des soupapes, ça permet au pays d'avoir un peu d'air sur le plan financier, monétaire et économique. Mais évidemment, on est loin du compte pour la Havane, mais en tout cas, il y a ces mesures qui sont en train d'être prises pour des intérêts américains. Même si, pour ça, Biden va en payer le prix politique, puisque là aussi, la droite américaine et cubano-américaine est vent debout contre ces décisions. Marco Rubio, le sénateur de la Floride, est vent debout. Le très très influent Bob Menendez, qui est démocrate, donc du parti de Biden, qui est président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat. Vous savez qu'au Sénat, Biden n'a plus de majorité, c'est 50-50, 48 pour les démocrates avec 2 indépendants qui votent avec eux, mais 50 républicains, et dans son camp démocrate, donc, des gens comme Menendez très puissants qui sont contre les politiques d'assouplissement de l'embargo. Donc pour Biden, c'est très compliqué à gérer en interne, mais il prend ses décisions pour cette raison-là. Et avec le Venezuela, un peu pareil, ils viennent d'annoncer, Washington, qu'ils allaient permettre une dérogation limitée des activités de Chevron, qui est la 2e major pétrolière américaine et la 6e mondiale, qui est en tout cas la première au Venezuela, la plus ancienne même, qui est là-bas depuis le début des années 20, et qui va pouvoir recommercialiser ses relations avec PDVSA, la compagnie pétrolière, qui est sous embargo total par les Américains. Donc c'est un petit changement. Ils vont enlever de la liste noire du Trésor américain un ancien dirigeant de PDVSA, qui est sur la liste des 140 à peu près personnes vénézuéliennes qui sont sous sanctions américaines. Monsieur Malpica Flores, qui est le neveu en fait de la femme du président Nicolas Maduro, il va être enlevé de la liste noire des sanctions du Trésor américain. Et donc tout ça, d'après Washington, c'est corrélé au fait que les Vénézuéliens vont reprendre leur dialogue politique opposition-gouvernement pour aller vers une solution politique. Cette négociation doit avoir lieu à Mexico. Et là, on voit que la boucle est bouclée, que tout est lié entre les sujets que j'ai évoqués dans ma chronique aujourd'hui, puisque tous les acteurs sont réunis, États-Unis, Mexique, Cuba, Venezuela, et tout ça est en train de se discuter. Donc il y a un ballet diplomatique, il y a un jeu diplomatique politique complexe, en fait, qui est en place dans la région, à quelques semaines de ce sommet des Amériques. On verra ce qui va se passer in fine, mais on voit bien que l'administration Biden, qui chercherait
à normaliser, avoir un meilleur appui ou une meilleure présence en Amérique latine est entravée à la fois par des dossiers légués par Trump et à la fois aussi un petit peu minée par la vie politique américaine qui fait que sur le Cuba en tout cas, c'est un sujet de politique intérieure absolument fondamental. Et pour le Venezuela, ils ont du mal à s'en sortir parce que eh bien, là aussi il y a des pressions internes. Et donc ça montre un petit peu tout ça, mais, et ce sera la conclusion, pendant ce temps-là, eh bien, ça fait objectivement le jeu de la Chine, dont on parlait au départ de la chronique, puisque à mesure que les États-Unis créent des fronts et des résistances latino-américaines et des rejets de leur position, quand bien même Biden a essayé de faire eau chaude, eau froide avec je les invite pas, mais je lève un peu des sanctions, ça ne marche pas puisque j'ai dit que les pays avaient annoncé qu'ils n'enverraient pas les présidents. J'ai oublié de mentionner que le Brésil de Bolsonaro étudie l'option que le président Bolsonaro y aille, car les relations sont mauvaises et froides aussi entre Bolsonaro et Biden. Donc ça, c'est mauvais pour Biden et c'est mécaniquement bon pour la Chine qui, elle, continue d'entretenir de très bons rapports avec tous, également avec l'apport d'investissement, de financement, de non-intervention dans les affaires internes des pays, etc., que ce soit le Venezuela, Cuba ou l'Argentine, avec laquelle eh bien, la Chine a signé un protocole d'accord de coopération immense qui fait que l'Argentine est le dernier pays à entrer dans le projet des routes de la soie, tout ça au nez à la barbe donc des États-Unis qui voudraient revenir, mais dont on voit qu'ils ont beaucoup de mal à le faire et à trouver des positions qui permettent finalement de rallier à eux des gens qui leur étaient en fait avant assez facilement liés.